Salut à tous, salut à tous les abonnés de Gusta Tutoriel. Et aujourd'hui nous sommes là avec la résistance du matériau. La résistance du matériau, je crois que c'est toujours votre formateur Gustave Gianni qui vous accompagne chaque fois sur Gusta Tutoriel. Alors nous allons débuter aujourd'hui avec le premier chapitre de la résistance du matériau. Alors, le chapitre qui est intitulé juste le généralité sur la résistance des matériaux. On va voir certaines généralités sur la résistance des matériaux. En fait, la résistance des matériaux, c'est un cours qui est un peu très complexe, et il y a certains termes qui sont à l'intérieur et des fois, les gens ne comprennent pas ces termes-là. Pour bien étudier le même cours, la résistance des matériaux, on doit se mettre à jour, je peux dire, avec certains termes, pour qu'on se comprenne plus facilement. Donc, ça sera le généralité sur la résistance des matériaux. Dans la généralité sur la résistance des matériaux, nous allons voir, il y aura l'introduction, nous avons l'introduction. Dans l'introduction, on va voir certains éléments, tels que c'est quoi la résistance des matériaux, la statique, c'est quoi. Et nous avons le deuxième point, toujours dans le même chapitre, qui est ce qui table sur les actions et forces. Actions et forces. Nous aurons à voir les actions mécaniques résultantes de forces. Il y a aussi des forces. Il y a certains éléments que nous allons voir aussi, des composants de force, comment décomposer une force selon certaines directions. Et en dehors de ça, nous aurons des moments. Nous aurons à calculer aussi les moments. On va voir le moment scalaire, les moments vectoriels, les moments par rapport à un axe quelconque. On aura à voir ça. Et après, sur le point 4, nous aurons à voir le torseur. On va voir c'est quoi les torseurs, les éléments de réduction du torseur en un point quelconque, les transports de torseur, quelques propriétés de torseur. Il y a vraiment des éléments qu'on aura à voir. Et en dehors de ça, le cinquième point, ça sera les exercices. On va finir par les exercices d'application sur tout ce qu'on a fait, sur tous les 4 points qu'on aura à avoir fait. Alors, je crois, ce sont ces points-là que nous aurons à étudier sur ces chapitres qui est intitulé généralité sur la résistance du matériau. Alors, on commence. Nous avons le premier point, introduction. L'introduction. Dans l'introduction, nous allons voir 2 termes. Nous avons le premier terme, c'est la résistance du matériau. La résistance des matériaux. Deuxième, nous avons la statique. Voilà. Nous avons ces 2 termes. C'est quoi la résistance du matériau? On nous dit la résistance des matériaux est une branche de la mécanique de milieu continu adaptée aux déformations des structures. Là, nous sommes en génie civil ou génie mécanique. Donc, la résistance du matériau est une branche de la mécanique de milieu continu qui est adaptée juste aux déformations des structures. Donc, il faut calculer en fait certains éléments de structure de sorte que ces éléments résistent aux sollicitations appliquées. Parce que chaque élément aura une sollicitation et cet élément doit être capable de résister et non se casser. C'est ce qu'on évite en résistance des matériaux. Cet élément doit être capable de résister contre des actions appliquées ou des sollicitations qui lui sont appliquées. Donc là, avec le temps, on aura à avoir ça. Tout au long du cours, vous allez comprendre en fait le principe de la définition de la résistance des matériaux. Là, c'est la résistance des matériaux. Alors, nous avons la statique. La statique aussi, c'est une partie de la mécanique. Mais une partie de la mécanique qui s'occupe juste de l'équilibre
niveau de corps, hein, un corps doit être en équilibre. La même chose pour calculer, faire la résistance de matériaux d'un élément ou d'un corps ou d'un système. Ce système doit être en équilibre. Donc, connaissant la statique, nous allons mettre tous les systèmes en équilibre. Et après avoir mis tous les systèmes en équilibre, nous allons maintenant procéder par le dimensionnement, la résistance en fait de matériaux. La résistance du matériau nous permettra de faire les choix de la section en fonction de la charge appliquée, hein, les choix de matériaux en fonction de la charge appliquée, et aussi les choix de la section de ces matériaux-là compte tenu de la charge appliquée. Donc, ça sera en fait comme ça. Alors, regardez, je vais illustrer ça par certaines figures. Alors, je prends un exemple. L'exemple d'un élément qui travaille par exemple à la traction. Un élément qui est sollicité à la traction. Cet élément est là. Cette barre travaille à la traction. Premièrement, avant de calculer, de faire la résistance de ces matériaux ici, supposons par exemple l'élément est en bois ou métallique, je ne sais pas, n'importe quel matériau. Avant de calculer, de faire la résistance du matériau, avant de calculer la section transversale, supposons par exemple la section transversale de cet élément est là, il faut faire de sorte que ces matériaux soient d'abord en équilibre. Hein, là, c'est la statique appliquée. Le matériau doit être d'abord en équilibre avant de passer dans les calculs de section, voir la contrainte, voir la charge. Et tout doit être d'abord en équilibre. Alors, c'est quoi l'équilibre de cet élément? Parce que cet élément est sollicité par des charges. Regardez, j'applique une force, par exemple de traction, une force de traction qui est de 20 tonnes. Pour que cet élément soit en équilibre, il faut que l'autre bout soit sollicité aussi par une autre force de ces 20 tonnes. De 20 tonnes, donc je dois appliquer aussi 20 tonnes. Donc il y a équilibre de force. Là, ce sont des forces de traction. Du fait que nous avons 20 tonnes ici et 15 tonnes de l'autre côté, il n'y a pas équilibre. Statiquement parlant, ces systèmes ne doivent pas être calculés. Ces systèmes ne doivent pas être calculés parce qu'il n'y aura pas équilibre. La barre ne sera pas en équilibre. Donc 20 tonnes aura tendance à tirer 15 tonnes. Donc c'est ça le but même de la statique. Le but de la statique. Donc le but de la statique est de mettre d'abord en équilibre l'élément. C'est ce que nous allons faire dans la statique. Il y aura un chapitre qui sera intitulé la statique. On va voir comment est-ce que ça se comporte. Alors, on doit mettre d'abord en équilibre cet élément. Après avoir mis en équilibre cet élément, l'équilibre se trouve au niveau de force. Et après avoir mis en équilibre cet élément, et on doit voir maintenant cet élément est en quel matériau. Si l'élément est en bois, là, on aura la contrainte du bois. Si l'élément est métallique, on doit avoir la contrainte du métal, par exemple. Donc là, on voit le matériau. Alors, connaissant la charge et la contrainte, on peut calculer maintenant quelle sera la section qui sera compatible pour résister contre cette charge-là. Bien que la résistance du matériau, en résistance des matériaux, on admet l'équilibre, on admet aussi la déformation, mais que les matériaux ne se cassent pas. C'est là où il y a le problème. Que les matériaux ne se cassent pas. Je crois que vous avez un peu compris le principe de la statique et le principe de la résistance des matériaux. Avant de passer au dimensionnement de ces matériaux face à la charge, on doit faire d'abord l'équilibre. On doit rendre d'abord les systèmes en équilibre. Les systèmes doivent être en équilibre et puis on vient calculer, déterminer la section qui sera compatible à la charge appliquée. Donc c'est un peu ça notre premier point. Deuxième point. Le deuxième point, nous avons action mécanique et force. 2. Action mécanique et force. Action mécanique et force. On commence par l'action mécanique. 2.1. Action mécanique. C'est quoi une action mécanique? Parce qu'il faut comprendre la différence entre action mécanique et force. C'est quoi une action mécanique? Alors, par définition, on nous dit, on appelle action mécanique toute cause susceptible de maintenir un corps au repos, de créer ou de
modifier un mouvement ou de créer une déformation. Donc je crois on parle, là on est au niveau de la cause. Au niveau de la cause. On dit toute cause susceptible de maintenir d'abord au repos un corps, maintenir au repos un corps, créer des modifications, alors créer en fait, créer ou modifier un élément ou créer des déformations. Donc cette cause-là est appelée action. Bon, je crois on se comprend très bien. Une action mécanique. Alors, on vient avec deux forces et vous allez comprendre la différence entre force et mécanique et action mécanique. Force. Voilà. Alors, par contre, une force, on appelle force toute action mécanique. Comprenez maintenant que la force est une action mécanique. Mais pas dans le sens général de l'action mécanique. Apparemment, l'action mécanique, si on comprend bien la définition, si vous comprenez aussi mieux la définition, vous allez comprendre que l'action mécanique, c'est une forme générale. Force, c'est une forme particulière d'une action mécanique. Je crois que c'est un peu ça. Alors, on nous dit une force est toute action mécanique qui s'exerce sur un élément. Pas forcément en contact. Là, c'est une force. Toute action mécanique qui s'exerce sur un élément. Mais là, on a dit une action mécanique était toute cause susceptible de maintenir un corps au repos ou de modifier les mouvements de ces corps. Toute cause là, vous allez comprendre, c'est la généralité en fait. Toute cause, c'est une forme générale. Par contre, une force, on nous dit, c'est toute action mécanique qui s'exerce sur un élément. Et aussi, pas forcément en contact. Parce que la force peut être en contact avec un élément ou pas en contact avec un élément. Alors, on va voir ces deux types de forces-là. On va voir ça. Alors, action mécanique, force. Une force est une action mécanique. Une action mécanique est toute cause capable de modifier l'état de repos d'un corps. En fait, c'est ça l'action mécanique. Toute cause capable de modifier l'état de repos d'un corps. Là, c'est une définition un peu simplifiée. Et vous allez comprendre que cette définition répond aussi à la définition de la force parce que la force est aussi une action mécanique. Mais seulement la force, on dit, la force, c'est cette action mécanique qui s'exerce sur l'élément. L'action mécanique s'exerce sur l'élément. Ici, on parle de l'élément qui s'exerce sur un élément, mais pas nécessairement en contact. Ok. Alors, on nous dit une force est toujours appliquée en un point. Une force est toujours appliquée en un point. Elle est modélisable par l'ensemble d'un point et d'un vecteur glisseur. Donc, cette force dont nous parlons doit être appliquée en un point. Donc, on doit avoir un système, normalement, on doit avoir aussi c'est quoi les systèmes. On doit avoir un système qui doit exister et nous avons la force. Cette force est caractérisée par 4 éléments. La force est caractérisée par 4 éléments. Donc, la force est caractérisée d'abord par une direction. Il faut connaître d'abord dans quelle direction la force est posée. Une direction. Je prends par exemple. Ça, c'est une direction. Une direction, c'est une droite. Une direction, c'est une droite. Alors, une direction, nous avons la direction de la force. Je suppose que la force est dans cette direction ici. Voilà. Direction. En dehors de la direction, une force doit être caractérisée par une intensité.
l'intensité. Intensité. C'est-à-dire, l'intensité, en fait, c'est le module de cette force. Donc, cette force a quelle valeur? Donc, je suppose que la direction est connue. Si je connais la direction, je peux connaître aussi, par rapport à l'horizontale, cet angle est d'autant, parce que je connais la direction. Nous avons la direction, nous avons l'intensité. On doit connaître aussi l'essence de cette force. L'essence de cette force et les points d'application de cette force. C'est-à-dire, la force est là. Les points d'application, je suppose, le point d'application est là. Là, c'est les points d'application. En dehors du point d'application, nous avons l'essence. Nous avons ces 4 éléments ici. Alors, connaissant ces 4 éléments-là, nous pouvons maintenant modéliser la force sans problème. Regardez, nous avons la direction est là, c'est toute cette ligne ici, la direction, et nous avons l'intensité, c'est la valeur de cette force. L'intensité, je me dis par exemple, la force est de 20 tonnes par exemple. Là, c'est l'intensité. Nous avons le point d'application, la force est appliquée en ces points ici, et l'essence est désignée par une flèche comme ça. Et là, nous avons une force. Nous avons une force. Donc, nous pouvons représenter cette force comme ça. Je me dis, j'ai un élément. J'ai l'élément ici. Sur cet élément, nous avons un point. Le point qui est ici. Et cette force de 20 tonnes, par exemple, j'ai donné une valeur. Cette force de 20 tonnes y est appliquée. Voilà, sur un point, avec une valeur de 20 tonnes, avec un angle alpha qui est 30 degrés par exemple. Donc là, nous avons modélisé notre force. Alors, il y a aussi un élément à retenir, c'est les unités de force, parce qu'il faut connaître aussi quelles sont les unités de force. En mécanique, on dit la force est le produit de la masse et l'accélération. Masse fois accélération. Et vous allez comprendre, je dis force égale à la masse multipliée par l'accélération. Et l'unité de la masse, vous connaissez très bien, on est en kilogramme. L'accélération, mètre par seconde carré. Et l'unité de force sera le newton. Là, c'est l'unité d'abord, l'unité standard de force. Vous aurez le newton. Le newton. Mais seulement la force peut être exprimée en plusieurs autres unités. Donc nous avons le newton, nous avons les kilogrammes force, nous avons le kilonewton, vous avez aussi, à part le newton, nous avons les multiples des newtons. Vous avez le déga-newton, vous avez le kilonewton, et il y aura, je crois que vous connaissez très bien le rapport entre les kilogrammes force et les newtons, le déga-newton et les newtons, kilonewton, méga-newton, il y a le newton a ses multiples. Voilà, donc là, c'était en ce qui concerne les unités de force. Pour aider certaines personnes, nous disons 1 kilonewton. 1 kilonewton correspond à 1000 newtons. 1 kilonewton et 1000 newtons. Et 1 déga-newton correspond à 10 newtons. 10 newtons. On peut aller avec, comme vous pouvez bien le voir, dans le tableau qui est affiché, le 1 méganewton, 1 méganewton qui correspondrait à 10 exposant 6 newtons. Donc c'est 1 avec 6 zéros, 1 million newton. Donc vous pouvez voir le tableau, vous avez les unités de force, la correspondance des unités qui est donnée, et ça peut vous aider, ça peut aider certaines personnes qui n'ont pas la maîtrise de certaines unités de force. Alors, le point de 3. Le point de 3, la résultante de force. De 3, la résultante de force.
de force. Lorsque je dis de force, je vois plusieurs forces. Alors, on me dit, il est toujours possible de remplacer un système de forces, F1, F2, F3, on peut avoir plusieurs forces, par une force unique qui a le même effet. Parce qu'il faut comprendre, je peux avoir plusieurs forces qui ont un effet sur un corps et l'effet de ces plusieurs forces peut être remplacé par une autre force unique. Une autre force unique qui est appelée la résultante. Donc je peux avoir plusieurs forces comme ça, 2, 3, 4, je me dis F1, F2, F3, F4. Toutes ces forces ont un certain effet sur un corps. Mais cet effet d'un corps peut être aussi remplacé par l'effet d'une seule force qui est appelée la résultante. Là, je crois, on se comprend bien. Donc la résultante, du fait que la force, c'est un vecteur en fait. C'est un vecteur. Les vecteurs résultantes sera égal à F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus Fn. Là, c'est la résultante de force. Je crois que vous comprenez très bien. Donc, la résultante des forces, ce n'est que la somme de toutes les forces. La somme de toutes les forces qui sont appliquées sur un corps, sur un solide en fait. Alors, on nous dit, la résultante est obtenue en formant le polygone de force. Donc, pour obtenir la résultante, il faut former d'abord le polygone de force. Je prends par exemple, je me dis, j'ai la force ici. Là, c'est la force F1. Là, c'est F2. J'ai ça. Je peux avoir encore un autre système, par exemple. Là, c'est la force F1. Là, c'est la force F2. Alors, pour déterminer la résultante de ces forces, par exemple, nous avons les principes, en fait. Le F1 peut avoir son intensité. F1 a une intensité, F1 a l'essence, F1 a le point d'application. Donc la force en fait c'est un vecteur. Un vecteur, on nous dit, un vecteur c'est un segment de droite orienté, dont on connaît l'origine et l'extrémité. Là c'est la définition d'un vecteur. Mais seulement la force est aussi un vecteur. La force est un vecteur, nous avons l'origine, nous avons l'extrémité, nous avons l'essence et nous avons l'intensité. Donc F1 peut être par exemple égal à 10 kN, F2 égal à 5 kN, ça dépend de la valeur que je vais trouver. Donc par la modélisation, pour trouver la résultante, je mène juste une parallèle. Je fais ça, je trace une parallèle là-bas, à la force F1, parallèle aussi à la direction de F2, je mène une parallèle et les deux se croisent en un point. Leur origine doit être reliée et nous avons le vecteur résultante. Là, c'est la résultante de force. C'est la résultante de force que nous avons calculée ayant un angle alpha par rapport à l'horizontale, par exemple. Alors, en dehors de ça, nous avons aussi ceci. Pour trouver la résultante de force, il suffit de passer là. Je fais ceci. Je mène une ligne parallèle à la force F2, parallèle à la force F2, là aussi parallèle à la force F1, là où les deux se croisent et vous avez la résultante. Là, c'est la résultante, le point 0, le point 0. Donc là, nous avons la résultante. La même chose aussi si vous avez plusieurs forces, telles que F1, F2, F3, F4, vous pouvez partir toujours de la même manière pour trouver la résultante. Vous pouvez le faire analytiquement ou graphiquement. Donc, on va voir analytiquement comment est-ce que ça va donner. Et là, c'est après le point ici. On va voir analytiquement ce que ça va donner et graphiquement
graphiquement ce que ça va donner. Tout ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, c'est graphique. On est en train de faire ceci graphiquement. Regardez, j'ai la force F1. J'ai la force F1. F1, je prends F1 et je l'amène quelque part là. Je vais dessiner en fait les polygones ici. Je prends F1. F1 est là. Je connais l'origine et son extrémité, l'essence, là nous avons F1 par exemple. Alors, je vais pouvoir créer la résultante de F1 et F2. F1 et F2 parce que nous avons aussi F3, nous avons F4. Je prends F2, je l'amène parallèlement. Je l'amène parallèlement jusque là. Et le principe, c'est que l'extrémité de la première force doit coïncider avec l'origine de la deuxième force. C'est ça le principe. Le principe est simple. Donc, je prends l'origine ici qui doit coïncider avec l'extrémité de la première force. Et je l'amène parallèlement. Ici, j'ai la force F2. Là, c'est la force F2. F3 monte. F3 est là. F3 monte comme ça. Et on connaît aussi son intensité quand même. Là, nous avons F3. Et nous avons F4 qui descend. Je prends l'origine, je fais coïncider avec l'extrémité de l'autre. Là, je suppose, c'est F4. F4. Là, nous avons F4. Alors, connaissant ces systèmes de force, et nous allons essayer de faire maintenant, quelle sera la résultante? La résultante, le vecteur résultante, ne sera rien d'autre que, ce vecteur doit prendre l'origine à l'origine de la première force et son extrémité à l'extrémité de la dernière force. C'est-à-dire, je prends ceci, je relie les deux. Là, c'est la résultante de toutes ces forces. C'est la résultante, la somme en fait de toutes ces forces. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, dans ces cas ici, R, le vecteur résultant R sera égal à F1 plus F2. Ici encore la même chose. R égale à F1 plus F2. Ici, nous avons la résultante qui est F1 plus F2 plus F3 plus F4. Plus F4 et nous avons la résultante ici. C'est ces vecteurs en bleu. Donc, c'est comme ça que nous allons déterminer la résultante de deux ou plusieurs forces. Mais seulement, il peut y avoir encore un autre cas. Un autre cas, je ne pouvais pas passer sans montrer ces cas-là. Donc, c'est un cas dont plus de deux forces sont sur un point. Alors, regardez ce que je fais. Je suis là. J'ai la force qui est là, graphiquement. Nous avons la force F1. Nous avons la force F2. Là, c'est la force F2. Et nous avons la force F3. On nous demande de trouver la résultante de ces trois forces. Et là, il faut prendre les forces 2 à 2. 2 à 2. Donc, je prends d'abord F1 et F2. Il faut aller comme ça. Je prends F1 et F2. Je trouve la résultante et je viens prendre la résultante et F3. Je trouve maintenant la résultante totale. Donc, ici, je prends le 2. Là, sur l'extrémité de l'autre force, je trace d'abord une parallèle à F1. De l'autre côté aussi, je trace une parallèle. Le même principe qu'on a fait. Et j'ai la résultante que j'appelle R1 par exemple. Connaissant maintenant la résultante ici et l'autre, et là je peux aller maintenant, je peux déterminer maintenant la résultante totale. La résultante totale ne sera rien d'autre que, je prends ceci avec le même principe, je l'amène là-bas, parallèle, ceci parallèlement à ça, je trouve un
un point et j'amène le point à l'origine là-bas. Là, c'est la résultante de ces trois forces. Donc ici, vous aurez à voir R égale F1 plus F2 plus F3. Là, nous avons fait ces calculs graphiquement. On a fait ceci graphiquement. Mais seulement, on peut les faire aussi analytiquement. Analytiquement, c'est-à-dire connaissant les angles, on peut faire les calculs et trouver la valeur de la résultante sans problème. Sans problème, parce qu'il faut vous habituer avec le graphique et l'analytique. Il faut vous habituer comme ça. Et là, nous avons calculé la résultante de plusieurs forces. Et le point de 4, nous allons voir la composante d'une force. Composante d'une force. Et je crois que je parle plus lentement pour que tout le monde s'y ressaisisse, pour que tout le monde me suive très attentivement. Alors, le premier point, on a fait le point précédent. Le point 2, 3. Nous avons calculé le même composante d'une force. Mais seulement c'était d'une manière graphique. On a vu comment calculer la résultante d'une manière graphique. Et maintenant, nous allons le faire analytiquement. Nous allons partir d'une forme générale. La forme générale, c'est cette forme ici. Nous avons ça. Là, c'est la force F1, c'est la force F2 qui est là. Et l'angle qui est donné là, l'angle, c'est l'angle θ. Je vais prendre l'angle total ici, c'est l'angle θ. Pour calculer la résultante, trouver la résultante, on les fait tel qu'on a fait graphiquement. On les fait graphiquement. On amène ça, cette direction ici, jusque là. J'amène aussi cette direction là. J'amène la direction là-bas, je crois, je vais faire à main levée. Et voilà. Et je trace la résultante. Je trace la résultante et la résultante est. Alors, je pars maintenant avec mes angles. Alors, je baptise les angles. Je me dis, cet angle, c'est l'angle alpha. L'angle entre la résultante et la force F2. C'est l'angle alpha. L'angle entre la force F1 et F2, nous avons l'angle θ. Voilà. Nous allons essayer maintenant de calculer. Nous allons essayer de calculer. Et nous avons les deux axes. Les forces sont dans les deux axes. Le premier axe, c'est l'axe des X. J'appelle ça l'axe des X. Cet axe ici, c'est l'axe des X. L'axe des X, je mets grand X. Et l'autre force est dans l'axe des Y'. J'ai fait ça, l'axe des Y'. Et ces deux axes, comme particularité ici, ces deux axes ne sont pas orthonormés. Les deux axes ne sont pas perpendiculaires. Le système n'est pas orthonormé en fait. Alors, comment calculer? Je vais partir, suivez-moi très bien et vous allez comprendre la particularité de cet élément. Si vous regardez bien, cet angle-là, l'angle ici, d'ici jusque là, l'angle est là. Cet angle, c'est le même angle que ça. C'est l'angle θ. Cet angle, c'est l'angle θ. Là, c'est l'angle θ. L'angle qui reste là-bas, je l'appelle epsilon. Cet angle ici, je l'appelle epsilon. Je vais pouvoir partir avec les théorèmes des sinus en considérant ces triangles ici. Je considère le premier triangle. J'en ai deux. J'ai le premier triangle et le deuxième triangle. Je pars avec les théorèmes des théorèmes des sinus. Si vous regardez bien, le triangle ici est composé par F2 et F1. Là, c'est F1. La valeur d'ici jusque là, c'est l'intensité de F1. Je l'ai emmené parallèlement. Là, c'est F1. J'ai fait F1. Ok, avec le même angle θ par rapport à l'horizontale, c'est F1. Donc le triangle est composé de F1,
F1, F2 et la résultante. C'est comme ça que le triangle est composé. Alors nous allons partir avec les théorèmes des sinus. Que dit les théorèmes des sinus? Dans un triangle, le rapport entre la force et l'angle qui est en face de lui, bien sûr, ça sera le rapport de tous les côtés. Ceci doit être égal. Je prends par exemple, je prends la résultante et l'angle epsilon. Je prends aussi F1 et l'angle alpha. F1 regarde l'angle alpha. La résultante regarde l'angle epsilon. Je crois F2 regarde cet angle ici. Ok, nous allons partir maintenant. Alors, on aura F. Je prends F, la résultante qui est égale à F. Je peux l'appeler F. Là, c'est F1, F2 avec les indices, mais le F ici n'a pas d'indice. Donc, c'est la résultante en fait. Je peux prendre F divisé par F divisé par sinus epsilon égale F divisé par sinus epsilon, F divisé par sinus epsilon peut être égal à F1 divisé par sinus alpha égal à F1 divisé par sinus alpha. Or, le F1 ici, c'est le F dans la direction de Y'. Ça. Ceci peut être appelé aussi FY'. Et F2 peut être aussi appelé Fx. Voilà, je crois qu'on s'entend très bien. Donc je pars avec F divisé par sinus epsilon, c'est le théorème des sinus bien sûr. F divisé par sinus epsilon sera égal à F1 divisé par sinus alpha. La même chose aussi sera égal à F2. F2 c'est cette force divisée par les sinus de l'autre angle divisé par les sinus de l'angle, cet angle ici, dans un triangle, la somme des angles me donne 180. Je dois avoir 180 degrés pour tous les angles. 180 degrés, c'est pi demi. C'est deux, en fait c'est pi, hein, c'est pi. Et 180. Alors, nous allons comprendre maintenant que pour avoir l'angle ici, l'angle qui est là, si vous regardez l'angle qui est ici, l'angle qui est là, il faut très bien suivre l'angle. On peut prendre l'angle en fonction de ça. Cet angle sera l'angle total ici, c'est θ. Là, c'est θ. Cet angle, c'est le tête au coin là-bas. Donc la totalité c'est θ. C'est θ aussi. θ la totalité. Ce qui fait que l'angle qui reste là sera l'angle qui est de l'autre côté. Donc ça sera θ moins alpha. Parce que alpha c'est le tête aussi là-bas. Voilà, là nous sommes dans le triangle. Donc ici j'aurai θ moins alpha. Alors ce qui fait que le F2 sera égal à on aura F2 divisé par sinus θ moins alpha. Là, c'est le théorème des sinus. On peut exploiter maintenant ce théorème des sinus pour avoir les composantes de la résultante F ou la résultante R. On peut aller maintenant de 2 parce que j'ai besoin de la composante F1 et la composante F2. J'ai besoin de ces deux. Alors, je prends F1, je prends les deux ici. Je vais prendre les deux ici et à la fin, je vais prendre aussi les deux là-bas. Donc, j'aurai F divisé par sinus epsilon égale à F1 divisé par sinus alpha. J'ai besoin de F1. Vous allez voir, le sinus alpha va partir de l'autre côté. Donc, j'aurai F1. Le F1 ici sera la force, j'ai dit c'est la force dans la direction de Y'. Donc, Y' sera égal à F, la résultante, divisé par, non, F multiplié par sinus alpha sur sinus epsilon. Je récupère encore la
le deuxième rapport. Donc je prends F sur sinus epsilon égale à F2 divisé par sinus θ moins alpha. Ce qui fait que la force F2 sera égale, c'est la force en X, sera égale F multiplié par sinus θ moins alpha divisé par sinus epsilon. Donc nous avons la forme générale de composante d'une force, lorsque nous prenons le force 2 à 2. Nous avons la forme générale de composante d'une force. Donc nous avons ça et nous avons ça. Et on peut prendre maintenant les cas particuliers. Le cas particulier, un cas où θ fait 90 degrés. C'est les cas que nous utilisons régulièrement. Essayons ces cas ici. On va voir ce que ça va nous donner. Alors, si vous comprenez bien, nous sommes partis de la résultante connue vers les composants. Donc, parmi les trois forces, la résultante seule est connue. Et nous avons déterminé le composante. Alors, nous pouvons partir aussi de composantes connues vers la résultante. Alors, si nous connaissons les composantes fx et fy' ou f1 et f2, nous pouvons calculer aussi la résultante sans problème. Alors, regardez l'application de la formule.